à 6h47 précise par une matinée glaciale. Le 3 décembre, la monarchie britannique a bafoué ses propres règles d'or en matière de relations publiques et de communication institutionnelle. Buckingham Palace a publié un communiqué qui a de facto démantelé un règne anéanti, 20 ans d'efforts de réhabilitation, et exclut la reine consort en exercice de la famille royale. Les communiqués du palais ayant une portée constitutionnelle significative ne sont pas publiés avant l'aube. Traditionnellement, ils sont diffusés en milieu de matinée, après que les directeurs de la communication ont méticuleusement peaufiné le langage veillant à ce que chaque mot soit adouci par une grâce diplomatique et un respect mutuel de façade. Ce communiqué pourtant est parvenu avant même que le pays ne soit réveillé, et il possédait la froideur et la précision clinique d'une exécution judiciaire. Il annonçait que le roi Charles III avait officiellement demandé une intervention parlementaire immédiate concernant les titres, les honneurs et le statut constitutionnel de Camilla Parker Bowles. L'utilisation de son nom de jeune fille dans un document officiel du palais diffusé à l'échelle mondiale fut le premier signe indéniable d'une rupture interne catastrophique. Dans le monde extrêmement réglementé et hyper vigilant des communications royales, on n'écrit pas un nom d'avant le mariage par hasard. Il s'agissait d'une rétrogradation linguistique délibérée et brutale. Le message véhiculé par le texte était sans appel. L'institution monarchique avait déjà cessé de la reconnaître comme l'une des siennes. Le communiqué ne faisait état ni de différences irréconciliables, ni de la douce fiction d'une séparation à l'amiable. Il mentionnait explicitement la découverte de graves irrégularités financières et de comptes offshore colossaux non déclarés, affirmant sans équivoque que son maintien en tant que reine consorte était fondamentalement intenable et immédiatement interrompu. Il ne s'agissait pas d'une séparation conjugale, mais d'une amputation institutionnelle exécutée au vu et au su de tous. Le calendrier choisi témoignait d'une course contre la montre. Le palais ne cherchait pas à gérer l'actualité, mais à prévenir une explosion incontrôlable. Il lui fallait imposer son récit, selon ses propres conditions impitoyables, avant même que les journalistes d'investigation ne puissent publier leurs conclusions. La rapidité et l'inédite fulgurance de cette attaque institutionnelle constituent l'élément le plus stupéfiant de toute la crise. La vaste et ancienne machinerie de la monarchie britannique est constitutionnellement conçue pour fonctionner avec une lenteur extrême, voire insupportable. Historiquement, les scandales institutionnels nécessitent des mois voire des années pour être traités. Une irrégularité est mise au jour, les auditeurs rédigent des rapports détaillés, des équipes juridiques d'élite débattent des précédents constitutionnels et les spécialistes de la communication consacrent des trimestres entiers à l'élaboration d'un récit permettant à l'institution de survivre aux conséquences. Au moment où le public est informé, la crise a déjà été impitoyablement édulcorée pour devenir acceptable. Ce protocole a été totalement bafoué en l'espèce. 5 jours seulement se sont écoulés entre le moment où le roi Charles a pris connaissance de l'horrible ampleur de la fraude financière et celui où une femme a perdu les titres suprêmes qu'elle avait patiemment conquis pendant 30 ans. En ces 120 heures d'une rapidité fulgurante, le palais a convoqué une session d'urgence sans précédent du Conseil privé, rédigé une loi d'urgence en une nuit, l'a fait adopter en force par le Parlement et a fait signer au roi la destruction définitive de l'héritage de sa propre épouse. Cette rapidité prouve 2 choses. L'épreuve documentaire était absolument accablante et une terreur profonde et systémique a supplanté tout instinct de conservation institutionnelle. Pour comprendre comment une reine consort régnante a pu être destituée en 5 jours, il faut examiner le catalyseur bureaucratique incroyablement banal qui a déclenché sa chute. Il ne s'agissait ni d'une fuite sensationnelle, ni d'une querelle amère, ni d'une opération d'infiltration. Tout a commencé par une comptabilité de routine exceptionnellement fastidieuse. En mai 2025, après des années de pression publique croissante concernant les inégalités de richesse et l'utilisation de la subvention souveraine, le Parlement britannique a adopté une loi modernisée exigeant une transparence financière accrue pour tous les membres actifs de la famille royale bénéficiant de fonds publics. Cette loi ne visait personne en particulier.
Elle était perçue comme une simple mesure administrative de modernisation, le genre de réforme progressiste que les gouvernements défendent pour garantir la transparence. Comme la loi paraissait anodine, en apparence aucun membre de la famille royale ne s'y est formellement opposé. On supposait qu'il s'agissait d'une simple formalité. Le prestigieux cabinet d'audit indépendant Reynolds Partners a été chargé de mener un audit financier approfondi à partir de septembre. L'enquête a débuté systématiquement par le sommet de la hiérarchie avec l'examen du portefeuille, incroyablement complexe, du roi avant de s'attaquer au cabinet de la reine consort. L'audit des finances de Camilla était unanimement perçu comme la tâche la plus simple et la plus directe de toute l'opération. Son profil se composait d'une allocation fixe versée par le duché de Lancaster, d'un patrimoine personnel documenté, issu de son précédent contrat de mariage et de dépenses courantes du ménage rigoureusement catégorisées. Personne ne s'attendait à y trouver des anomalies. Cependant, l'audit forensique repose sur l'identification d'anomalies mineures en apparence insignifiantes. En octobre, une auditrice principale nommée Sarah Mitchell examinait méthodiquement les autorisations de paiement lorsqu'elle a repéré une anomalie très particulière. Un virement mensuel récurrent de 5 000 livres sterling était effectué depuis les comptes de Camilla vers une société de gestion financière basée au Luxembourg, dans le monde des fortunes royales. 5 000 livres sterling représentent une somme dérisoire. C'est une simple erreur d'arrondi. C'est précisément cette insignifiance qui explique pourquoi ce paiement a échappé à tout contrôle interne du palais pendant des années. Pour un expert comptable judiciaire, un petit paiement international récurrent et non catégorisé constitue un signal d'alarme majeur. Mitchell a demandé au cabinet de la reine consort les documents habituels afin d'expliquer la finalité de ces transferts. Les réponses qu'elle a reçues du personnel de Camilla étaient étrangement vagues, évoquant de manière imprécise des services de conseil en gestion de patrimoine. Aucune facture précise n'a été fournie, aucun contrat formel détaillant l'étendue des travaux et aucun domaine à gérer au Luxembourg n'a été nommément cité. Dans le secteur de la conformité financière, une réponse vague à une question précise est un signal d'alarme. Mitchell, se conformant scrupuleusement aux protocoles d'audit internationaux, a intensifié ses investigations et demandé à communiquer directement avec la société luxembourgeoise. La découverte qui s'ensuivit a brisé l'illusion d'une gestion financière royale sans complications. La société luxembourgeoise ne gérait ni domaine, ni propriété, ni personnel. Elle n'exerçait aucune activité commerciale légitime. Il s'agissait d'une société écran classique, un cas typique. Une société écran n'existe que sur le papier. Elle ne possède ni bureau physique, ni employés, ni activité réelle. Son unique but était de servir d'intermédiaire opaque, conçu pour masquer le lien entre l'origine des fonds et leur destination finale. L'argent entre dans la société écran et en sort, ce qui permet de blanchir efficacement l'argent. Cette entité luxembourgeoise n'avait qu'un seul but, recevoir des fonds provenant de diverses sources internationales opaques et les transférer vers un réseau de comptes bancaires privés, au nom de Camilla répartis dans plusieurs juridictions internationales. L'enquête a pris un tournant décisif lorsque Reynolds Partners a découvert que cette société écran luxembourgeoise était en réalité détenue et gérée par une autre entité opaque immatriculée aux îles Vierges britanniques, un paradis fiscal notoire. On ne constitue pas par hasard une structure financière offshore complexe, s'étendant sur 3 pays. Une telle architecture requiert une intention délibérée des capitaux importants et les services spécialisés de professionnels de haut niveau en matière de dissimulation de patrimoine. Il s'agit d'une structure conçue précisément pour rendre l'activité financière indétectable par les autorités fiscales nationales ou les organismes de contrôle. Mitchell a immédiatement transmis ces découvertes aux associés principaux de son cabinet, qui ont court-circuité les voies hiérarchiques habituelles et porté l'affaire directement à l'attention des plus hautes instances de la sécurité et des conseillers juridiques du palais. Des experts comptables judiciaires de renom ont été discrètement intégrés à l'équipe et l'enquête a pris une ampleur considérable. L'écart initial de 5 000 livres sterling s'est transformé en un vaste empire offshore de plusieurs millions de livres.
Les enquêteurs ont mis au jour 3 comptes distincts et colossaux dans des banques privées de Genève et de Zurich. Ces comptes suisses, ouverts entre 2003 et 2005, affichaient un solde cumulé non déclaré d'environ 3 millions de livres sterling. Dans les enquêtes financières, les dates constituent souvent un témoignage plus accablant que les montants eux-mêmes. Le prince Charles et Camilla se sont mariés lors d'une cérémonie civile très médiatisée à la mairie de Windsor en avril 2005. Les comptes suisses ont été ouverts méthodiquement juste avant et pendant les mois qui ont suivi ce mariage. L'historique des transactions associées à ces comptes a révélé des dépôts réguliers et importants provenant de sources très diverses. Certains fonds étaient d'origine britannique, tandis que d'autres transitaient par des circuits internationaux complexes, rendant le traçage de l'expéditeur initial extrêmement difficile. Curieusement, les colonnes de retrait de ces comptes étaient presque entièrement vides. L'argent y affluait et y restait. Ce schéma indiquait que ces comptes n'étaient pas utilisés pour le maintien du train de vie, les achats de luxe ou les dépenses courantes. Elles étaient conçus comme des coffres-forts ultra sécurisés, destinés à accumuler une fortune dans le plus grand secret. L'enquête a ensuite mis au jour un quatrième nœud financier encore plus alarmant, un compte massif ouvert aux îles Caïmans en 2007, détenant plus de 4 millions de livres sterling. Les dépôts sur ce compte caribéen provenaient majoritairement de sources britanniques, transitant par des comptes intermédiaires dont l'origine était délibérément masquée. Cependant, l'élément le plus fatal de l'ensemble du rapport d'enquête, celui qui a transformé un manquement aux règles embarrassant en une crise institutionnelle existentielle, résidait dans la continuité de cette activité. Les dépôts sur ces comptes offshore n'ont pas cessé dans les années 2010. Ils se sont poursuivis sans relâche pendant toute la durée de son mandat de duchesse de Cornouailles, durant la transition de pouvoir après le décès de la reine Élisabeth II et jusqu'en 2024. Il ne s'agissait pas d'un héritage oublié d'une vie antérieure. L'argent était activement et massivement transféré vers ses comptes secrets, alors qu'elle exerçait ses fonctions de reine consort du Royaume-Uni, portant la couronne et représentant l'État sur la scène internationale. L'architecture de ce réseau financier révélait une sophistication glaçante. Les fonds convergeaient vers un point de collecte centralisé, transitaient par 2 sociétés écrans situées dans des paradis fiscaux, puis étaient distribués à des juridictions bancaires extrêmement opaques. Ce processus exigeait une gestion active et continue. Les enquêteurs se sont alors penchés sur la question la plus troublante qui finançait précisément cet empire offshore. S'il est notoire qu'établir des accords contractuels directs, incontestables et fondés sur la contrepartie dans les cas de dissimulation de patrimoine sophistiqué est extrêmement difficile, les preuves circonstancielles étaient effroyables. Une part importante des fonds semblait provenir de personnes fortunées étroitement liées à l'entourage social et financier du prince Andrew. Plusieurs de ces donateurs avaient été associés par le passé à des personnalités internationales très controversées ou dirigeaient des entreprises faisant actuellement l'objet d'enquêtes pour irrégularité financière de la part de diverses autorités européennes. D'autres dépôts substantiels provenaient d'entités corporatives opérant dans des secteurs fortement réglementés où un lien ou un soutien discret, voire implicite, avec la famille royale pouvait valoir des dizaines de millions de livres sterling. Les enquêteurs ont retracé la chronologie des dépôts en la comparant à l'agenda officiel de Camilla. Un schéma accablant s'est dégagé des sommes considérables détenues dans des paradis fiscaux, étayant régulièrement déposées sur les comptes, quelques semaines après que Camilla ait organisé des événements exclusifs en présence de ses riches invités, ou peu après qu'elle ait publiquement défendu une cause caritative bénéficiant indirectement à un secteur d'activité particulier. Le Lion avec le prince Andrew représentait le pire scénario possible pour la monarchie. Des fonds avaient afflué sur les comptes secrets de Camilla précisément au moment où le prince Andrew cherchait désespérément à réunir des sommes considérables pour couvrir des frais de défense exorbitants et des millions de livres sterling d'indemnité à l'amiable suite à ses liens catastrophiques avec Jeffrey Epstein. Bien que les enquêteurs n'aient pas immédiatement trouvé de virement bancaire direct et nominatif entre Camilla et Andrew, la concomitance entre les difficultés juridiques d'Andrew et l'afflux de fonds dans les coffres offshore de Camilla était bien trop fréquente et s'était étendue sur un nombre d'années trop important pour être considérée comme une simple coïncidence.
Les enquêteurs furent contraints d'envisager une hypothèse terrifiante. Tandis que le roi Charles et le prince William prenaient publiquement et douloureusement leur distance avec le prince Andrew, l'excluant de fait de la vie publique, pour préserver l'intégrité de la couronne, une toute autre opération se déroulait dans l'ombre. Des fonds étroitement liés à l'écosystème financier corrompu du prince déchu transitaient discrètement par les comptes offshore de la femme se tenant juste à côté du roi. Tout laissait supposer que Camilla servait d'intermédiaire financier occulte, utilisant sa position intouchable pour dissimuler des fonds illicites. Lorsque l'enquête a franchi le seuil du simple manquement administratif pour basculer dans le domaine de la conspiration criminelle et du blanchiment d'argent, les responsables du palais ont compris que la situation ne pouvait plus être gérée par les seuls comptables. Ils ont convoqué la princesse Anne dans la salle de briefing sécurisée à la mi-novembre. Anne est le dernier rempart de l'institution. Elle ne s'intéresse pas aux intrigues de palais, refuse de faire des fuites à des journalistes privilégiés et œuvre avec un dévouement implacable et clinique à la survie de la couronne. Elle a été convoquée pour lire le dossier explosif et exprimer la vérité, que tous les autres étaient trop terrifiés pour dire à voix haute. Dès après des personnes présentes lors de cette réunion ultra confidentielle, la princesse Anne a d'abord été profondément horrifiée. Cependant, c'est son analyse ultérieure qui a scellé le sort de Camilla. Après avoir examiné les structures complexes de l'entreprise et les circuits offshore, Anne a déclaré sans équivoque qu'il ne s'agissait pas simplement d'argent caché et oublié. Elle a affirmé qu'il s'agissait d'une structure élaborée et délibérée, conçue spécifiquement pour dissimuler des activités financières illicites et continue à la famille royale, aux responsables de la conformité du palais et aux autorités fiscales internationales. Un tel niveau de planification sophistiquée a souligné. Anne désignait clairement une personne parfaitement consciente de se livrer à des actes répréhensibles graves. Cette distinction est cruciale. Si les auditeurs s'étaient contentés de découvrir d'importants soldes bancaires domestiques non déclarés, résultant d'une catégorisation négligente ou d'une comptabilité aristocratique défaillante, la crise aurait pu être surmontée. Elle se serait soldée par un accord financier discret et humiliant avec le fisc britannique, une déclaration publique révisée et un blâme interne retentissant. La reine consort s'en serait sortie. Or, la princesse Anne a examiné les mêmes documents et a décelé un élément que les comptables ne peuvent quantifier: l'intention malveillante. La dissimulation délibérée, structurée et de longue durée modifie le paradigme juridique et constitutionnel. Malgré cette terrible prise de conscience, la princesse Anne entra d'abord dans la salle de réunion avec l'instinct d'étouffer le scandale. Pendant 50 ans, sa principale mission avait été d'absorber les dégâts et de protéger l'institution à tout prix. Elle était, semble-t-il, encline à gérer la crise discrètement, à garder les détails explosifs confidentiels au sein de la famille et à éviter un effondrement constitutionnel qui nuirait gravement au règne de son frère. Cependant, son point de vue changea radicalement lorsqu'elle découvrit un détail secondaire profondément dissimulé dans les rapports d'audit. Tandis que les experts comptables étaient fascinés par les millions dissimulés aux îles Caïmans et en Suisse. Anne concentra son attention sur le calendrier de l'audit initial. Sarah Mitchell avait envoyé sa toute première demande écrite polie et de routine concernant les paiements de 5 000 livres au Luxembourg début octobre. Au fond du dossier, Anne découvrit des instructions financières urgentes et hautement confidentielles émanant directement du bureau privé de Camilla, exactement 11 jours après la réception de cette première demande de l'auditeur. Il s'agissait d'instructions explicites exigeant la dissolution immédiate de la société écran luxembourgeoise. Les directives ordonnaient également la fermeture immédiate des comptes de Genève et de Zurich, le transfert rapide des soldes restants vers des destinations intraçables et une demande urgente de destruction complète de tous les documents bancaires et communications associés au titre de règlement administratif de routine. Personne d'autre dans la pièce n'avait remarqué ce rapprochement entre ces deux dates. Les avocats débattaient des obligations de divulgation et les comptables retraçaient les virements bancaires. La princesse Anne jeta un coup d'œil à l'horloge et comprit instantanément ce qui se passait. Camilla ne se préparait pas à avouer la vérité. Elle cherchait activement à détruire les preuves. Elle ordonnait la dissolution de Société Écran International
et la destruction de documents financiers, alors même qu'un audit officiel, mandaté par le Parlement britannique, était en cours. Si la tentative désespérée de dissimulation de Camilla, qui dura 11 jours, avait pu aboutir, l'entité luxembourgeoise aurait disparu, les comptes suisses se seraient volatilisés et toute trace d'audit aurait été définitivement effacée. Les auditeurs auraient rédigé une note de bas de page vague concernant un fournisseur non vérifié. Camilla aurait présenté des excuses discrètes et soigneusement préparées pour une mauvaise tenue des comptes, et elle serait restée reine consort jusqu'à sa mort. Le public n'en aurait jamais rien su. La princesse Anne a, elle seule, mis fin à la tentative de dissimulation. Agissant avec une rapidité fulgurante et usant de son autorité suprême, elle a passé une série d'appels téléphoniques directs cet après-midi-là. Elle a fait bloquer les ordonnances de dissolution du mariage, geler les comptes offshore et stopper la destruction des documents avant même que les directives de Camilla ne puissent être exécutées. Anne a agi ainsi avant d'informer le roi Charles, avant que les équipes juridiques n'aient rédigé leurs recommandations et avant qu'un consensus familial ne soit trouvé. Elle a d'abord agi pour sécuriser les lieux du crime. Cette découverte a fondamentalement modifié l'allégeance de la princesse Anne. Elle est constitutionnellement incapable de couvrir une personne qui tente activement de se couvrir elle-même au détriment de l'intégrité de la couronne. L'intervalle de 11 jours a prouvé que le premier réflexe de Camilla interrogée n'était pas la transparence, mais la destruction immédiate des preuves. Anne a révélé la dissimulation, et c'est cette dissimulation qui a finalement coûté la couronne à Camilla. La dissimulation délibérée élimine toute explication innocente potentielle. Elle constitue la preuve irréfutable de la culpabilité. Le 25 novembre, 3 jours avant que le roi Charles ne soit informé, le prince William fut convoqué pour une réunion d'information ultra confidentielle. Le conseiller juridique du palais lui expliqua en détail les structures offshore, la chronologie des événements, les liens avec Andrew et les conséquences catastrophiques qu'entraînerait une révélation publique avant que le palais ne puisse la maîtriser. La préoccupation immédiate et primordiale de William n'était pas sa belle-mère, mais le roi. Il exigea de savoir s'il existait des preuves suggérant la complicité de son père ou une omission de déclaration de patrimoine. L'enquête confirma que Charles ignorait tout de cet empire offshore. Cependant, William, marqué par les désastres de relations publiques des années 1990 et la mort tragique et très médiatisée de sa mère, la princesse Diana comprit que le public soupçonnerait inévitablement l'implication du roi. En situation de crise, l'instinct de William est absolu et inébranlable, anticiper les dégâts ou en être victime. Il se rangea immédiatement du côté de la princesse Anne. La menace devait être éradiquée. Le 28 novembre, le roi Charles prit enfin connaissance de l'intégralité du rapport d'enquête. Ses conseillers le décrivent comme le compte-rendu le plus accablant de tout son règne. Ils déposèrent des documents sur son bureau, les relevés bancaires, les enregistrements des sociétés écrans, les dates qui s'enchaînaient sans accroc durant leur mariage et les liens troublants avec l'entourage du prince Andrew. La première réaction de Charles fut un déni profond et désespéré. Il fouilla frénétiquement les documents à la recherche d'erreurs administratives, cherchant désespérément une version des faits où sa femme ne lui aurait pas menti systématiquement pendant 20 ans. Les documents ne lui apportèrent aucun réconfort. Le roi était anéanti. Il avait passé 30 ans à lutter contre l'establishment britannique, les médias et même ses propres fils pour consolider la position de Camilla. Il avait misé toute sa crédibilité publique sur sa réhabilitation. À présent, il se trouvait face à la preuve irréfutable que pendant qu'il suppliait une nation hostile de lui faire confiance, elle dissimulait des millions dans des paradis fiscaux et s'alliait aux éléments les plus toxiques de sa famille. Y compris qu'il avait cautionné une chimère. Le soir même, Charles confronta Camilla dans son bureau privé à Clarence House. Il congédia tout son personnel, ne laissant que 2 gardes du corps postés dans le couloir. Lorsque Camilla entra, elle trouva Charles assis impassible derrière son imposant bureau. Une barrière physique qui symbolisait la fin de leur intimité conjugale. Les documents étaient étalés devant lui. Charles ne cria pas. Il garda un silence glaçant, la laissant examiner les preuves. La première défense de Camilla fut comme prévu un déni. Elle affirma que les comptes contenaient d'anciens fonds familiaux antérieurs,
au mariage qui n'avait jamais eu à être déclaré. Charles, sans un mot, fit remarquer que les dates de dépôt s'étendaient jusqu'en 2024. Face à l'effondrement de ces dénégations, elle se tourna vers une justification désespérée et fatale. Elle prétendit avoir constitué cet empire offshore pour protéger la famille. Elle affirme que le prince Andrew s'était adressé à elle des années auparavant accablé de dettes et qu'elle avait ouvert ses comptes pour l'aider secrètement dissimulant délibérément la vérité à Charles afin qu'il n'ait pas à choisir entre son frère et son devoir envers la couronne. Cette défense a scellé son destin. Si elle disait la vérité, elle participait activement à une opération de blanchiment d'argent hautement illégale, visant à aider un membre de la famille royale déchu à échapper à ses responsabilités. Si elle mentait, elle tentait de faire porter le chapeau à l'ennemi public numéro 1 de la famille pour se sauver elle-même de ses propres crimes financiers colossaux. Dans les deux cas, il était avéré qu'elle s'était livrée à une fraude financière massive et qu'elle avait menti au roi pendant 20 ans. Lorsqu'elle tenta de minimiser l'importance de la somme, Charles lui porta le coup de grâce. Il lui fit savoir que le montant était sans importance. Le véritable crime résidait dans la dissimulation, la tromperie et la responsabilité institutionnelle qu'elle avait engendrée. « Ce n'est pas une affaire de famille, lui dit-il. C'est une responsabilité institutionnelle. » La confrontation dura 3 heures. Lorsque Camilla réapparut enfin, elle était brisée. Le personnel du palais observa la reine consort de 78 ans traverser le palier d'un pas chancelant, le mascara coulant complètement seul. Personne ne s'avança pour l'aider, car le personnel comprenait intuitivement que son pouvoir s'était évanoui. Le roi Charles a agi avec une rapidité terrifiante et sans précédent. Le soir même, il convoqua son conseiller juridique et son secrétaire particulier. Il exigea une analyse complète du mécanisme constitutionnel nécessaire pour la déchoir de tous ses titres. Il ordonna son expulsion de Clarence House sous 48 heures et exigea la rédaction immédiate d'une déclaration publique. Lorsque le prince William arriva à minuit et suggéra une procédure légèrement plus lente et plus méthodique, afin d'éviter de choquer l'opinion publique, Charles refusa. Il déclara que chaque jour où elle demeurait reine, consort alors qu'ils étaient au courant de la situation, était un jour de plus où la couronne mentait activement au public. La procédure juridique était d'une complexité extrême. Retirer ses titres à une reine consort en exercice pour malversation financière était sans précédent dans l'histoire moderne. L'abdication d'Édouard VIII était volontaire. La destitution des titres des membres de la famille royale allemande pendant la Première Guerre mondiale impliquait des ennemis étrangers et non le conjoint régnant. L'équipe juridique du palais a déterminé que, puisque les titres avaient été octroyés par lettre patente, un instrument juridique spécifique émis par le monarque, ils pouvaient être révoqués par un instrument similaire, mais que cela nécessitait l'aval de l'État pour garantir sa validité constitutionnelle. Une session extraordinaire du conseil privé fut convoquée le 30 novembre avec seulement 2 jours de préavis. Les avocats du palais présentèrent des preuves accablantes, les comptes offshore, les liens avec Andrew et la tentative de dissimulation qui dura 11 jours. Ils affirmèrent que le maintien de son titre portait atteinte à la confiance fondamentale du public dans la gestion financière de la monarchie. Le conseil privé reconnut qu'une action parlementaire immédiate était nécessaire. Le gouvernement britannique, informé en parallèle, prit conscience de la menace existentielle qui pesait sur l'État. Le Premier ministre et le chef de l'opposition collaborèrent pour présenter une loi d'urgence le 1 et 1 décembre. Ce texte concis, impitoyable et très précis autorisait la destitution immédiate de Camilla Parker Bowles de ses titres de reine, consort de duchesse de Cornouailles, et de tous les autres honneurs accordés à son mariage, en raison de graves irrégularités financières ayant fondamentalement porté atteinte à la couronne. Le débat parlementaire fut bref et âprement disputé. Si certains y voyaient un acte nécessaire de responsabilisation, d'autres y voyaient une instrumentalisation terrifiante du Parlement par la couronne pour perpétrer une trahison personnelle. La loi fut néanmoins adoptée à une large majorité le 2 décembre au soir. L'assentiment royal fut immédiatement accordé. Le roi Charles signa le document qui dépouillait officiellement son épouse de ses titres, de son statut et de son histoire.
Les observateurs le décrivirent comme le devoir constitutionnel le plus douloureux qu'il ait jamais accompli, un homme mettant ainsi fin de sa propre plume au récit qui avait façonné sa vie. Le 3 décembre à 6h47, le communiqué fut rendu public. Camilla, qui avait lutté pendant 30 ans pour échapper à l'ombre de la princesse Diana, laquelle avait enduré des décennies de haine pour enfin porter la couronne à l'abbaye de Westminster, fut réduite au rang de simple citoyenne, enceinte vainqueur seulement. Elle perdit tout non seulement à cause de ses comptes offshore dissimulés, mais aussi parce que lorsque la vérité l'atteignit enfin, son premier réflexe fatal fut de tenter de l'étouffer. Elle fut anéantie par la dissimulation, et l'institution monarchique britannique, à jamais transformée par l'implacable efficacité de son instinct de survie, poursuivit son chemin sans elle.